bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, des avocats camerounais veulent aller en guerre contre les mercenaires qui pullulent dans leur métier. Après la polémique née des derniers résultats du concours d'entrée au barreau, certains d'entre eux plaident pour la création d'un institut spécialisé dans la formation des hommes en robe noire. Cette idée rencontrera-t-elle l'assentiment de tous les avocats? Les réponses à suivre dans ce 19h50. Ça fait des mois qu'ils sont à la recherche de leurs enfants à Bonabéry, Douala. 3 enfants de 3 familles portés disparus après avoir pris langue avec une église de Réveil du coin. Les parents accusent les pasteurs de l'église en question d'être les responsables de cette situation. Eux s'en défendent naturellement. Les détails de cette affaire à suivre dans ce journal. Et puis, Eneo, préoccupé par le paiement de ses factures par l'État et la visibilité de son contrat de concession avec le gouvernement. Vous entendrez à ce sujet dans ce 19h50 Joël Nanakontou, le directeur général de l'entreprise camerounaise du service public de l'électricité. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Le mystère plane toujours sur la disparition de 3 adolescents fidèles de l'église Vessel of Honor située à Bonabéry dans le 4e arrondissement de Douala. 3 familles sont à la recherche de leur progéniture disparue dans les conditions encore troubles et confuses. Ce matin, nos reporters ont effectué une descente dans l'enceinte du sanctuaire à Bonabéry pour s'enquérir des plaintes des parents éplorés. Parole a également été donnée au pasteur de cette église mise en cause. Yvonne Katiken et Guy Fotso pour les détails. Déjà 3 semaines que Glorine Diom et son époux arpentent le long couloir qui conduit à la chapelle Vessel of Honor, espérant rencontrer le petit Roger, leur fils de 18 ans, disparu après une fréquentation assidue dans cette église. Ils ont pris mon enfant pour lui donner une pause dans cette église depuis. Je dis à le maître de l'église qu'il ne faut pas qu'il accepte mon enfant dans cette église. Et ils ont refusé. C'est donc une famille abattue que l'on rencontre ce matin à la recherche de son 3e enfant enrôlé dans cette église de Réveil. En certain temps, il quitte. Il suit ses amis. Un ami a dit, il y a une église ici là. Il dit, papa n'est pas là-bas. Après, je comprends comment il a déjà les amis, le téléphone. Je dis, téléphone sort où? Il ne me répond pas. Complètement, il a changé. Le comportement du jeune Roger a obligé ses parents à aller rencontrer le pasteur après une absence prolongée. On est entré là-bas, commencé à parler fort qu'on voulait voir notre enfant. Après, vous avez vu l'enfant? Non, l'enfant a caché derrière. J'ai dit, monsieur, ce n'est pas ça que je suis venu. Laisse mon fils. En fin de compte, vous n'avez pas vu l'enfant ce jour? Je n'ai pas vu. Après, ça a duré, nous sommes durés là-bas 4 heures de temps. Après, l'enfant la sort. L'enfant vient avec son ami. Donc ils étaient à 3 quand on cherchait. Et il vous dit qu'est-ce qu'il faisait? Et il est en train de dire, ils vont parler à prêtre. Ils ne doivent pas parler à nous. Ce changement de comportement, M. Fombo l'observe aussi, sur Amozan, sa fille de 21 ans, qui fréquente la dite chapelle depuis 4 ans. Elle aussi a ce jour disparu. Je ne vois pas ma fille depuis plus de 3 mois. Elle n'est plus à la maison. Je considère que c'est l'église qui l'a mis dans cette situation difficile que je me retrouve aussi. Depuis qu'elle a rejoint cette église, ça fait plus de 4 ans. Elle est désobéissante. Elle n'accepte plus ce que je demande. C'est une jeune étudiante qui a abandonné les cours au profit des enseignements reçus ici. Elle n'est plus à la maison, elle a perdu tout le contact. On ne sait même pas où elle est. Alors, le fait que ce soit quand même une fille qui a 21 ans, vous ne vous dites pas qu'elle serait peut-être en train de vivre en couple, peut-être quelque part? Je ne pense pas. Parce que je suis allé vers le pasteur, le pasteur concerné, pour faire comprendre que l'enfant a été admis et fait une formation pour sortir pasteur de Full Gospel Mission. Et lui-même m'a fait comprendre à ce moment que lui, il a une décision mieux que ça. Donc je lui ai dit, je ne veux pas. Nous nous sommes rendus au siège de l'église Vessel of Honor à Bonabéry. Quelques pasteurs disent être surpris de ces accusations, mais personne n'ose répondre à nos interrogations, même s'ils reconnaissent que ces enfants sont bel et bien des fidèles dans cette église. Joint au téléphone, le présiding bishop va simplement proférer des menaces envers l'équipe des reporters de Canal 2 International et annonce d'ailleurs des représailles. Mais au fait, où sont finalement passés les enfants? Je ne sais pas.
Ce sont eux qui ont invité mon fils ici. Je ne sais pas. Si je savais, je devais aller la chercher pour qu'elle me dise pourquoi elle a quitté la maison. En tout cas, ces 3 familles sont en détresse. Ils recherchent assidûment leur progéniture. À ce jour, on s'interroge si les enfants disparus réapparaîtront. Sinon, il ne reste plus que la justice pour élucider ce mystère. S'achemine-t-on vers la création d'un institut de formation spécialisé d'avocats au Cameroun? Eh bien, l'idée prend progressivement encore. Au sein du barreau, les partisans de cette thèse estiment qu'elle permettra de séparer le bon grain de l'ivraie parmi tous ceux qui prétendent exercer le métier d'avocat dans notre pays et dont certains d'entre eux emploient souvent des chemins peu orthodoxes pour y arriver. Les hommes à la robe noire veulent donc limiter l'accès à la profession d'avocat aux aventuriers qui ternissent parfois l'image du métier. Jean-Christian Kam et Roméo Nanko. Assainir les rangs de l'ordre des avocats du Cameroun, c'est la mission que semble se donner le bâtonnier. Problème, toutes les fenêtres qui mènent à l'ordre ne sont pas sous contrôle, comme le précise ici Maître Biliga, avocat au barreau du Cameroun. Il faut noter que pour la défense des citoyens, il n'y a pas que des avocats au barreau du Cameroun qui le font. Il se trouve qu'il y a également d'autres personnes, qu'on appelle des mandataires, qui écument nos cours et tribunaux. Il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas que par l'examen organisé par le barreau, par le Conseil de l'ordre, le ministère, que les avocats rentrent au barreau. Il y a d'autres moyens. On entre par les inscriptions directes des magistrats, des professeurs d'université. On entre également par des inscriptions indirectes des enfants qui sont de law school. Pour remettre de l'ordre ainsi que de l'éthique à la maison, l'idée de la création d'une école spécialisée renaît peu à peu de ses cendres, selon Maître Pensi. Avec la licence, vous n'avez pas au niveau universitaire un certain nombre de connaissances globales sur un certain nombre de sujets, le droit par exemple au niveau bancaire, au niveau fiscal, au niveau financier, parce qu'actuellement le droit est énormément évolué. Donc, les candidats, les postulants ont une formation au niveau des cabinets, mais si les cabinets eux-mêmes, chez qui ils font le stage, sont des cabinets qui sont mal formés, ça fait des avocats qui sont déformés et tout ça va à l'encontre des intérêts de justiciables et ils sont donc dans l'obligation de passer par des méthodes non orthodoxes pour pouvoir avoir des décisions. En attendant, le métier d'avocat tend à se paupériser, faute de marché. Je crois que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pas seulement ici, ça a commencé déjà avec le ministre Ali et le ministre Sceaux. Dans les réunions que nous avons tenues, qu'il nous avait invité un certain nombre d'anciens en novembre 2017 dans son cabinet, il a accepté et il a dit qu'il va avoir une école qui va former maintenant les avocats, c'est-à-dire une sorte d'institut d'études judiciaires qui va être affilié à une faculté. Environ 4000 avocats exercent au Cameroun, dont la moitié dans la seule ville de Douala. Administration territoriale et sécurité, Paula Tangandji sensibilise à Douala. Après les régions du nord-ouest et du sud-ouest et de l'ouest Cameroun, le ministre de l'administration territoriale est donc depuis hier dans la région du littoral. Après une rencontre avec le gouverneur et les autorités préfectorales de la région, le ministre a continué son périple ce matin par des rencontres avec des autorités traditionnelles et quelques acteurs sensibles des questions sécuritaires dans la région du littoral. Patrick Christian Dobo et Serge Tachemon. Accueilli aux premières heures de la soirée la veille par l'état-major de la région, Paula Tangandji a aussitôt donné le ton par une séance de travail nocturne avec l'ensemble du commandement préfectoral et les forces de maintien de l'ordre. Comme on pouvait s'y attendre, la question sécuritaire était au centre des concertations ce mardi avec quelques composantes de la région. Nous avons discuté pendant longtemps avec le gouverneur. Il nous a dressé le bilan de la situation de sa région. J'ai pris des mesures pour fermer les amureries et pour interdire la circulation des armes.
Vous savez, au Cameroun, il faut avoir une autorisation d'achat, il faut avoir une autorisation de port d'armes. Et on avait des défis sécuritaires à relever. Donc il était question, sur très haute instruction du chef de l'État, de mettre de l'ordre dans le secteur. Maintenant, nous allons discuter également avec les conducteurs de mototaxis qui ont des préoccupations. Nous avons commencé, on va poursuivre. Mais je crois quand même que ce qui est essentiel, c'est-à-dire les chefs traditionnels disent que le président de la République est une assurance tout risque pour le Cameroun parce qu'il a de l'expérience et il connaît piloter les affaires du Cameroun. À Douala, comme dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'ouest qui ont précédé cette visite, l'activité des conducteurs de mototaxis a fait l'objet d'échanges et de résolutions visiblement consensuelles. Depuis très longtemps, on n'arrive pas à se discipliner dans cette corporation. Tous les responsables de tous les syndicats nationaux, départementaux, régionaux, d'arrondissement, du Vouri, partout, se sont tous engagés de façon à ce que dans 3 mois, la corporation soit assainie. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que ça devient un gros danger. On va avoir les problèmes sécuritaires que ça pose. Dans 3 mois, ceux qui ne seront pas prêts, tant pis pour eux. Il est question pour nous autres, qui nous sommes les acteurs du mototaxi, de mettre un accent sur la sensibilisation, amener la plupart de nos camarades à comprendre l'importance de la réglementation. Au-delà des cadeaux symboliques offerts aux représentants de ce secteur d'activité, cette première visite du patron de l'administration territoriale dans la ville de Douala arrive dans un contexte bien particulier où sa décision au sujet de la fermeture d'Amurerie et de l'arrêt de délivrance de port d'armes est encore fraîche dans l'esprit de nos concitoyens est déjà effective. En politique, le 10 avril 1948 fut jeté en Ndokpati à Douala les bases du mouvement des populations du Cameroun MPC qui devint l'Union des populations du Cameroun UPC par la volonté des patriotes à l'origine de la première formation politique du Cameroun. Il y a de cela 70 ans, les politiciens qui se revendiquent de ce parti n'ont presque rien prévu pour le rappeler à la mémoire collective. Qu'est-il devenu aujourd'hui? Que reste-t-il justement de ce que les nostalgiques appellent l'âme immortelle du peuple camerounais? Évocation avec Anani Rabié Bindi, la mémoire vivante de Canal 2 International, au micro de Jean-Christian Akam. L'UPC est né effectivement le 10 avril 1948, c'est-à-dire ça a été légalisé le 10 avril 1948. Mais les statuts, les documents et tout ont été déposés en 1947 par Gaston Donat. Et comme Gaston Donat ne voulait pas se mettre devant, je crois que vous savez qui il était, je peux vous donner quelques images de l'émission que j'ai faite avec lui. Gaston Donat était directeur régional de l'école de Yaoundé. Il était communiste. Sa femme qui a eu 100 ans il y a quelques jours s'appelait Liberté. Elle était aussi de père communiste. Alors quand Gaston Donat arrive ici, il voit comment le colonialiste ne marche pas, il déconne et tout. C'est ainsi qu'il prend sur lui de commencer à former dans la clandestinité quelques Camerounais. Eux, ils voulaient faire un cercle d'évoluer. Il leur a dit non, si vous faites un cercle d'évoluer, le gouvernement peut à tout moment le suspendre. Mais si vous faites un truc comme le syndicat, le gouvernement n'aura pas les moyens de vous suspendre facilement. C'est comme ça qu'il a commencé à les fabriquer, à leur apprendre des rudiments du syndicat dans sa maison de Nkolonguette à Yaoundé clandestinement la nuit. Et c'est ainsi qu'il y a eu les Ngome Béjan, les Léopold Moumétia, les Sakoutou, Sakoutou, Assalé, tous ils étaient Oumniobé et tout, Ngom Jules, il leur apprenait. Et c'est ainsi qu'il a même réussi à obtenir une place. Quand il y avait un congrès de la CGT en France, il leur dit, il a dit à la direction de la CGT qu'il veut envoyer un Camerounais. On lui dit, on donne une place pour un Camerounais. C'est ainsi qu'ils étaient tous là. Il a dit, bon, choisissez vous-même l'un de vous qui doit partir. C'est comme ça qu'on a tiré Assalé au sort. Charles Assalé. L'UPC n'existe plus. Parce qu'il y a des UPC. Il n'y a plus d'UPC.
La suite de ce journal, c'est à Yaoundé avec Rodrigue Tongué. Et on parle aussi dans la capitale de la célébration de cet anniversaire de l'Union des populations du Cameroun. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir à toutes et à tous. Du côté de Yaoundé, c'est également la célébration du 10 avril 48, jour de lancement formel de l'UPC, devenu au fil des ans des combats, plus qu'une philosophie, devenu plus une philosophie, une attitude, un état d'esprit qu'un simple parti politique en dépit de clivages internes fait de tendance au point de vue organisationnel et institutionnel. Un UPC qui se revendique du cru. Robert Bapolipot, député à la Nation, livre au micro de Gislain Pierre Essonneau sa perception de l'UPCisme 70 ans après. 70 ans après, il y a lieu de voir que cet état d'esprit est aujourd'hui immuable, c'est d'autant plus que l'Union des populations du Cameroun se retrouve aujourd'hui à l'Assemblée nationale et dans les mairies, à la tête de 7 mairies. Au-delà de la vie d'un parti politique, il faut également prendre en considération un état d'esprit. L'état d'esprit véhiculé par cet engagement de nos pères fondateurs. Un état d'esprit qu'on peut ramener à un vocable appelé UPCisme. Nous ne sommes pas hostiles au dialogue. Nous ne sommes pas hostiles au rassemblement des UPCistes. Mais nous disons toujours qu'il faut d'abord analyser les enjeux. Il faut mieux définir le cap. Et le cap pour nous a été défini par Augustin Frédéric Kodok. Nous sommes à un mois de la saison des examens scolaires et l'approche par la compétence déjà en mouvement parmi les méthodes pédagogiques que veut implémenter le ministère des enseignements secondaires. Mais elle n'arrive pas sans grincement de dents, cette méthode dans les milieux des profs qui la trouvent plus fastidieuse pour les enseignants, même si tout le monde s'accorde et tout le monde est unanime à dire qu'elle est plus efficace pour l'apprenant. À Nongefak, André Marindi, un reportage. Faisons simple, faisons juste. D'abord, secours du prof aux inspecteurs, eux en position élève, tous studieux. Ici au lycée général Leclerc de Yaoundé, la leçon c'est l'approche par les compétences. APC en cours d'expérimentation dans les lycées et collèges. L'APC, c'est de montrer chaque fois aux élèves que les connaissances acquises peuvent être réinvesties directement dans les aspects de la vie quotidienne. L'approche met ensemble 3 éléments. L'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation. L'exemple de la leçon du jour, l'APC vu dans chacune des disciplines. Si je prends le français, l'adjectif qualificatif reste épithète, attribut ou mise en apposition. Nous n'allons pas changer la manière de calculer le cosinus ou le sinus en mathématiques. Donc, nous allons toujours travailler les équations comme on les a travaillées, mais il y a un saut qualitatif. Il faut bien quitter l'époque où la géographie, l'histoire et les autres étaient enseignés sans que l'élève ne sache à quoi ça lui sert dans la vie. Sur le terrain de l'implémentation, à ce jour, il y a des problèmes. Le premier problème, c'est d'abord la réticence au changement. Les gens n'aiment pas se débarrasser des vieilles habitudes. Et l'autre problème, c'est que l'approche par les compétences fait beaucoup travailler les enseignants. Parce que c'est l'enfant qui est au centre des préoccupations. Et lorsqu'on a beaucoup de travail, on a l'impression qu'on demande beaucoup. Mais la finalité, c'est quoi? C'est que nous avons des enfants de plus en plus compétents. Le séminaire qui se tient là est le premier d'une suite qui sillonnera les 10 régions du Cameroun. Précision tirée de ce premier cours circonstanciel. L'approche par les compétences, vous venez de le suivre au travers des exposés, c'est la pédagogie du succès. On en reste là et on avance. Eux ont passé le cap du secondaire depuis plusieurs années et viennent même de boucler à Tokyo un stage, une bourse professionnelle offerte par le Japon. Ces jeunes gens reviennent au pays en portant dans leur JBCR des projets qu'ils ont présentés ce jour au gouvernement camerounais au sein de l'ambassade du Japon au Cameroun. Karel Mezacha Choya, Serge Alain Zibou. Il a les armes et outils nécessaires pour développer les activités économiques, surtout celles des microfinances. Et c'est grâce à une bourse japonaise qui lui a permis d'effectuer un stage professionnel de 2 ans et demi dans les entreprises au Japon. De retour au bercail, Ekote Nelson dit être prêt à mettre en pratique les enseignements théoriques et pratiques
pour contribuer à son niveau au développement du pays. Avec la connaissance technique, les finances, on a eu à mettre une plateforme ensemble qui on peut aider beaucoup les microfinances au Cameroun pour améliorer les gestionnaires de crédit et aussi améliorer les bons services au niveau du marché monétaire. À ses côtés, 2 autres jeunes Camerounais qui ont bénéficié de la même bourse. Ce sont les lauréats de la 2e promotion AB Initiative, entendez African Business Education Initiative for Youth. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir été sélectionnés. Au total, 18 Camerounais sont déjà partis au Japon depuis 2015. Belle manière de renforcer la coopération entre le Cameroun et le Japon et promouvoir l'auto-emploi au sein de la jeunesse. Donc mon souhait, c'est que pour intensifier davantage, renforcer davantage les relations commerciales du secteur privé entre nos 2 pays. Donc à ce point de vue, je compte beaucoup sur les lauréats, 3 lauréats, qui travaillent en tant que pont entre les 2 pays, surtout dans le secteur privé. Les sélections pour l'année 2018 sont déjà en cours. Nous le disions en titre, 3 questions importantes pour l'approvisionnement en électricité au Cameroun. Eneo a-t-elle la visibilité sur sa concession? A-t-elle accès aux prêts bancaires locaux pour investir sur son infrastructure? Ces factures sont-elles réglées à bon temps, et notamment celles de l'État? Ce sont les questions qui semblaient tarauder l'esprit du directeur général d'Eneo, accompagné de David Gris, patron d'Actis Matrice d'Eneo Cameroun, au moment d'être reçu en audience par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Au sorti de l'entrevue, Joël Nana Conchou s'est adressé à la presse au sujet de ses préoccupations précisément. Et donc, dans ce cadre d'investissement, il faudrait qu'on regarde déjà le financement de ces investissements par des prêts à la banque, donc une visibilité sur la concession des NEO. Et il faudrait aussi, n'est-ce pas, qu'on travaille avec le gouvernement pour s'assurer que les factures de l'État sont payées à temps. Nous sommes heureux de voir qu'avec le ministre, nous avons déjà reçu un premier paiement la semaine dernière et nous travaillons donc pour que, n'est-ce pas, ces paiements arrivent, qui ne seront pas l'argent des actionnaires, bien entendu, mais qui est de l'argent qui sera réinvesti dans le réseau électrique pour améliorer la qualité de service que tous les Camerounais ont besoin. Où en est-on avec l'exécution des dernières mesures prescrites par le FMI dans le cadre du plan triennal? C'est l'examen de cette question et de la coopération globalement avec l'institution financière qui a été ce jour au centre d'échange entre la directrice des opérations du FMI au Cameroun et le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Le point avec Gisèle-Pierre Essonneau et Hubert Moutier. Depuis 2017, le Cameroun est sous un accord triennal avec le Fonds monétaire international. Un accord qui procure des ressources financières supplémentaires pour la réalisation de grands projets en cours d'exécution dans les secteurs aussi diversifiés que l'énergie, les infrastructures et la santé. C'est pour jeter tous les deux un regard dans le rétroviseur et se projeter vers l'avenir que les parties camerounaises et du Fonds monétaire international ont eu droit à une séance de travail. Face à face, Elisabeth Huitbens, directrice des opérations de la Banque mondiale au Cameroun, et à Lamine Ousmane Meh, ministre camerounais, en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Notre portefeuille est très large au Cameroun, il couvre presque tous les secteurs et il se porte bien. C'est un portefeuille de qualité qui a chaque année décaissé bien. Et nous avons soigné ensemble sur cette qualité du portefeuille. Nous avons aussi parcouru un peu les secteurs les plus importants. Nous nous sommes félicités du fait que très récemment, j'ai pu accompagner Monsieur le ministre à Kousséri pour le lancement de la réhabilitation de la route Mora-Kousséri, qui est très très important pour les populations du Nord. Par ces financements, le Fonds monétaire international entend accompagner le Cameroun dans ses investissements visant aussi à convertir l'insécurité en stabilité favorable à la croissance économique, notamment dans le lac Tchad. Pour les présents comme pour les prochains projets, la partie camerounaise veut retrouver un taux de croissance de 7%. On peut très rapidement arriver à la conclusion que la Banque mondiale nous apporte un soutien très précieux pour
rendre notre économie plus résiliente, la doter d'équipements, d'infrastructures de nature à promouvoir le développement économique et social et faire en sorte que l'intégration en matière d'infrastructures soit une réalité. On s'est entendu ici qu'en retrouvant un rythme normal de consommation de crédits extérieurs, l'économie camerounaise restera résiliente. Et nous allons en santé donner de votre sang pour sauver des vies, car des centaines de personnes meurent dans les hôpitaux faute de sang. Les banques de sang de nos formations sanitaires n'étant pas toujours renflouées, la société civile, notamment la Fédération des donneurs bénévoles de sang, prend ses responsabilités en organisant dès le 24 avril prochain un congrès des donneurs bénévoles pour œuvrer à intégrer le don de sang dans les habitudes. Nous devrions tous, au regard de ce qui est dit, le faire 3 fois en moyenne par an. Je vous propose une attitude du président du comité d'organisation du congrès prévu en fin de ce mois, Noël Simo, expliquait hier aux journalistes les enjeux de la rencontre pour la santé publique au Cameroun. Sensibiliser au maximum chacun ce qui le concerne au sujet du don de sang, naturellement avec ces problématiques liées dans nos formations sanitaires, et qu'à travers l'événement qui vient, une rencontre ou une réflexion approfondie sera nourrie, ouverte et nourrie au sujet de cette pénurie de sang de formation sanitaire et envisager une réflexion, une solution approfondie qui puisse aider le Cameroun à atteindre ses objectifs. Je vous propose à présent d'écouter des Camerounais devenus presque des maîtres en chant en langue chinoise. Ils ont rivalisé d'adresse à l'occasion d'un concours de chant baptisé The Voice Cameroun. 15 candidats aux prises pour la compétition. Alain Gizankanga, Constant Kamga pour les détails. Ils ont poussé la chansonnette haut en langue chinoise. Certains ont même forcé l'admiration des membres du jury. Sur les 15 compétiteurs en liste de cette finale régionale du centre, la voix de Yiwa a été la plus séduisante et la plus captivante. Les candidats du concours de la chanson chinoise, rendus à sa 5e édition, ont été évalués sur 3 critères: la qualité du chant, la prononciation des mots et la prestation scénique. L'édition de cette année était très bien organisée, très magnifique. On pourrait me dire qu'elle était meilleure que celle de l'année dernière. C'est l'occasion pour moi d'inviter davantage de Camerounais à s'intéresser à la langue chinoise et à la chanson chinoise. Et à travers cela, nous espérons que la culture chinoise en Afrique et au Cameroun particulièrement pourra trouver un grand lieu d'expression. Et j'espère qu'en même temps, la société Sano, partenaire de cet événement, pourra avoir davantage d'admirateurs auprès de la population camerounaise. L'Institut Confucius, à travers ce concours, promeut la culture chinoise. La présence du directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun et celle des représentants de l'ambassade de Chine marquent les relations d'amitié qui existent entre les deux pays. Après les finales régionales, la grande finale nationale est prévue le 18 avril prochain. Permettez-nous une petite entorse à la hiérarchisation de ce 19h50. Avant d'aller en sport, je vous propose de revenir à la santé avec ce rendez-vous, après le rendez-vous du don du sang, d'autres organisations de la société civile qui viennent de se mobiliser pour une campagne de dépistage ici à Yaoundé. La campagne vise le dépistage des maladies cardiovasculaires notamment. Alain Gizankanga, une fois de plus, et André Marindia. Une vaste campagne de santé est l'objet d'une grande attraction à Yaoundé. 800 personnes se sont rassemblées au quartier Briqueterie pour une sensibilisation et un dépistage gratuit du diabète, l'hypertension artérielle et l'obésité. Depuis ce matin, par la grâce d'Allah, quand vous constatez, vous voyez un peu l'affluence. Et tout cela, c'est grâce aux efforts des individus. Et ce qui est très important à remarquer, c'est que c'est la communauté chrétienne qui se décide d'aider notre communauté. Vous savez, le problème sanitaire reste un problème capital, essentiel dans la vie des musulmans. Donc c'est pourquoi on se dit que massivement, si on répond à cet appel-là, cela peut être un bien pour nous, pour nos familles,
Parce que connaître qu'on est en bonne santé, cela rassure et ça permet d'avoir encore plus des ambitions dans la vie. Des personnes en bonne santé, c'est l'ambition de cette jeune équipe de la Fondation Health Forever, initiatrice de ce projet, avec pour objectif de lutter contre les maladies et les fléaux qui minent la société. Bonjour à notre grande famille. Nous sommes ici au quartier au Briqueterie, plus précisément à la mosquée Brique. Et nous nous sommes déplacés pour une action humanitaire, une action axée sur le cœur, une action axée sur la santé. Nous avons ce souci-là de venir en aide aux patients qui souffrent d'hypertension artérielle et de diabète. Et c'est dans cet élan de cœur que la Fondation Health Forever s'est mobilisée. La Fondation Health Forever s'est déployée à la mosquée centrale de la Briqueterie pendant 6 heures de temps. Nos connaissances avec cette chaleureuse population, comme vous le voyez bien, on a travaillé ensemble, tout se passe bien. Et nous allons toujours, comme il a dit, nous réitérons notre engagement. Nous allons poursuivre cette activité à travers les autres mosquées et dans tout le Cameroun. La campagne de santé va se poursuivre à la mosquée des Toudi, celle des Sos et de Tinga. Et en sport, des bonnes nouvelles. En sport, football, les Lions indomptables cadets qualifiés pour la finale de la Coupe de l'UNIFAC. Les moins de 17 ans du Cameroun viennent d'avoir le dessus sur le Congo en demi-finale par 1-0. L'affiche de cette finale prévue jeudi prochain est donc connue puisque la RDC a également obtenu son ticket face au SAO du Tchad, 2-0. Je vous propose des réactions d'après-match recueillies à chaud par Francis Gemnan. Nous avons hâte, c'était demain même, on aura joué, il n'y a pas de souci pour ça. Bon, c'est jeudi, on doit nous reposer, on va un peu faire la fête ce soir. Vers 22h, 20h, on pense déjà à la finale. Très content, chose dite, chose faite. Maintenant, on attend que la finale pour prouver tout ce qu'on a fait tout au long de nos stages. Même comme c'est un stage qui n'a pas mis long. Moi, j'attendais l'équipe du Cameroun comme elle était. C'est dommage que, surtout la première mi-temps, les occasions du contre ont loupé le dernier passe. C'est le prix de la jeunesse, mais nous sommes dans mon chemin. Et dans la suite de ce journal, une épreuve pour laquelle vous êtes rompu à la tâche, Michael Tipkio. Cela apparaît clairement, c'est l'art de parler en public. C'est là dans la suite de ce 19h50. Et c'est avec vous, bien sûr. Bonsoir. On en reparlera demain, Rodrigue Tong est promis, avec Julio Trésor-Tanon, naturellement. Mais cependant, on se rend à l'étranger au Nigeria, où Muhammadu Buhari se prépare pour un second mandat dans son pays. L'actuel président de la République nigériane vient d'annoncer ses intentions de prendre part aux élections générales de 2019. Cette annonce, plus ou moins attendue, reste très contestée par l'opposition. Junior Ossin. Le président du Quelques soucis avec cet élément de Muhammadu Buhari qui se prépare pour un second mandat au Nigeria. Et c'est ainsi que nous allons mettre un terme à cette édition du 19h50. Merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, 19h50.